Ok, très bien. Voilà, bonjour à tous et toutes. Donc mon nom est Robert Wieser, comme vous pouvez le voir sur la DIA. Et donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le modèle d'affaires des imprimantes 3D en open hardware. Alors vous verrez que je me suis focalisé sur les imprimantes 3D, plutôt orientation grand public, donc style MakerBot, Dagoma, Ultimaker et ce genre de choses, même si certains de leurs modèles s'adressent aussi au monde professionnel. Alors comment est-ce que je suis venu à ce sujet? En fait, ma thématique de recherche principale depuis une dizaine d'années concerne les modèles d'affaires open source. Donc j'ai d'abord travaillé là-dessus au niveau logiciel. J'ai été amené à m'intéresser un peu à ce qui se passait dans le domaine de l'open hardware il y a à peu près 10 ans maintenant. Et en fait, j'y suis revenu dans le cadre d'un consortium de projets il y a 2 ans qui travaille sur l'élaboration d'une technologie de fabrication additive métallique low cost. Et en fait, dans le cadre de ce consortium, on a dû travailler d'une part sur les modèles d'affaires adaptés à ce type de technologie, donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on a également eu la possibilité en fait, de travailler sur les plateformes collaboratives qui étaient utilisées dans des contextes de projets makers et open hardware, avec tous les projets qui ont pu émerger pendant la première phase de la pandémie, qui ont pu nous intéresser, donc production de visières d'une part pour des choses plus simples, et puis production d'objets plus complexes, type respirateur ou pousse-seringue, par exemple. Donc ici, ce dont je vais vous parler, c'est d'une recherche qu'on a démarrée de ce fait-là il y a à peu près 1 an maintenant sur les modèles d'affaires, plus spécifiquement des constructeurs d'imprimantes 3D en open hardware. Et en fait, donc première chose, si on regarde le domaine de l'impression 3D, qu'est-ce qu'on va retrouver typiquement comme chose commercialisable de la part des entreprises? Première chose qu'on va retrouver, évidemment, ce sont les machines, qui vont être vendues soit en tant que machines plutôt de bureau, soit en tant que machines plutôt professionnelles. Donc dans les machines de bureau, on va trouver à la fois des machines qui sont plutôt positionnées grand public, ou plutôt positionnées pour entreprises, mais avec des qualités d'impression relativement modestes. On a tout un business qui va tourner autour des matériaux. Et donc là, on va retrouver quelque chose qui est bien connu dans le domaine des modèles d'affaires, qui est le modèle d'affaires des marchands de lames de rasoir, donc le Razor Blade Business Model en anglais, qui est le modèle que vous allez retrouver sur les imprimantes à jet d'encre ou sur les imprimantes laser ou sur les dosettes de café, hein, le modèle Nespresso, où en gros l'idée c'est de vous vendre une machine et puis d'avoir des revenus récurrents sur du consommable, éventuellement en empoisonnant la vie des clients pour les empêcher d'utiliser des consommables alternatifs moins chers. Donc Nespresso, de nouveau, est un excellent exemple de ce côté-là. Ce qui veut dire qu'on va utiliser, par exemple, des brevets pour essayer de générer de la compatibilité avec des solutions alternatives. Donc c'est quelque chose qu'on connaît dans le domaine des dosettes à café, mais qu'on va retrouver également dans le domaine des imprimantes 3D, où vous allez avoir des mises en incompatibilité, des bobines de fil, par exemple, pour essayer de forcer l'achat chez un fournisseur particulier. Alors, on va retrouver également tout un business au niveau des logiciels associés. Et en fait, dans les logiciels associés pour les imprimantes 3D, vous allez retrouver des choses classiques comme les firmware ou les slicers, par exemple, mais également toute une série de logiciels complémentaires. Ça peut être des logiciels pour la conception des pièces, par exemple, ou pour la gestion de parcs, j'y reviendrai. Et puis, vous avez toute une série de services ajoutés, que ce soit dans les phases amont du processus, donc par exemple de l'aide à la conception de modèles 3D, ou plutôt en aval, et notamment des services d'aide à la finition, en particulier si vous avez des machines qui ne produisent pas une pièce définitive, mais qui nécessitent une phase de cuisson, par exemple, pour homogénéiser la pièce, hein, si vous faites du métal polymère, par exemple. C'est le genre de service que vous pouvez également commercialiser. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver, je dirais, en général, dans le domaine de l'impression 3D, comme prestations associées proposées par les entreprises commerciales. Alors, si on regarde plus spécifiquement ce qui s'est passé dans le domaine de l'impression 3D open source, en fait, on a une innovation qui se fait en 2 phases. On a une première phase qui se développe dans un cadre propriétaire, je dirais classique, c'est fin des années 80. Vous avez la technologie par dépôt de fil, FDM, qui est développée. Ça donne lieu à la création de la société Stratasys. Ça se traduit par du dépôt de brevets, et donc ça se développe dans un cadre propriétaire pendant une dizaine d'années. Et on a, en fait, en 2005, une communauté qui se crée, que vous connaissez sans doute parce qu'elle est bien connue, qui est la communauté RepRap, qui est lancée plutôt au départ d'initiatives universitaires, et puis qui
rassemble en fait pas mal de personnes, et qui se développe en fait dans un cadre qui est purement non commercial. Alors on a une première machine qui sort en 2007, et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas réellement de constructeurs qui se développent accolés, je dirais, directement à RepRap. Donc on n'a pas de modèle d'affaires, je dirais, au sens strict. Par contre, on a une économie qui se développe autour de la RepRap. Et ce que je vous ai mis ici sur le slide, c'est le RepRap Family Tree. En fait, c'est tous les essaimages, si vous voulez, toutes les transformations du design initial pour donner des designs plus spécialisés. Alors ça peut être le fait d'utilisateurs qui vont par exemple faire une imprimante foldable qui est plus facilement transportable, mais on va retrouver également des personnes qui vont se lancer dans des projets d'entrepreneuriat, et donc dans le dessin que vous avez à droite, vous allez retrouver Ultimaker et MakerBot par exemple, qui repartent en fait des designs initiaux de RepRap. Donc il n'y a pas réellement de modèle d'affaires à coller à RepRap. Par contre, vous avez clairement une économie qui est stimulée à partir de ça, ce qui est également intéressant. Alors, première entreprise réellement commerciale qui se crée dans le giron de RepRap, c'est MakerBot, avec la sortie de la Cupcake. Donc là, on est en 2009. Et donc, si vous savez compter, entre 1989 et 2009, il y a 20 ans. Donc, c'est simplement l'expiration des brevets qui avaient été déposés initialement, qui permet de rentrer dans un deuxième cycle d'innovation, qui est plus un cycle ici open source, qui va permettre, je dirais, une diffusion plus large de la technologie. Et à la suite de ça, on a une seconde vague de constructeurs qui apparaît à partir de 2010. Et donc, moi, je me suis principalement intéressé ici à 3 constructeurs qui sont Prisa Research, Ultimaker, et alors un constructeur local qui est dans le nord de la France, qui est Dagoma, que vous connaissez peut-être. Et on a un événement qui est intéressant quand on étudie les modèles d'affaires, c'est que si vous prenez MakerBot, vous avez en fait un abandon relativement tonitruant du modèle open source en 2012. Alors je dis tonitruant parce qu'en fait ça a occasionné pas mal de conflits avec la communauté, avec des appels au boycott notamment dans la foulée. Alors, la démarche qu'on a adoptée, donc quand je dis qu'on, c'est en fait Nicolas Julien de l'IMT Atlantique et moi, donc elle est basée sur une démarche qu'on a adoptée au départ pour les logiciels open source, et puis que j'ai progressivement étendue au domaine de l'impression 3D. En fait, c'est une démarche qui essaie de ne pas se focaliser sur ce qu'on fait généralement dans le domaine du logiciel, et que j'ai fait pendant des années aussi, c'est se focaliser sur des études de cas. Parce qu'en fait, vous dites l'entreprise A a tel modèle d'affaires, l'entreprise B a tel autre modèle d'affaires, et à la fin, vous avez 50 entreprises, 5 modèles d'affaires. Vous ne comprenez pas nécessairement pourquoi telle entreprise choisit tel modèle d'affaires, tel autre modèle d'affaires. Donc la logique, je dirais, de sélection d'un modèle d'affaires plutôt qu'un autre n'apparaît pas nécessairement très, très clairement. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est combiner principalement 3 choses. La première, c'est vraiment modéliser soigneusement les modèles d'affaires des entreprises en utilisant un formalisme qui est assez courant, qui est celui du BMC. On a fait une deuxième étape qui consistait à identifier les actifs spécifiques. Donc on a essayé de regarder chez chaque constructeur quelles étaient en fait les ressources qui étaient construites au fil du temps et qui étaient difficilement imitables par la concurrence. Et donc on a toute une série d'actifs spécifiques qui sont identifiés et qu'on a essayé de rendre un peu plus tangibles dans le travail qu'on a fait ici. Et la troisième chose, c'est qu'on s'est dit, en fait, un modèle d'affaires, on peut prendre un instantané à un moment donné, et c'est ce qu'on fait avec le BMC, mais en pratique, les modèles d'affaires, ils sont relativement évolutifs. Alors ça ne veut pas dire que l'entreprise va nécessairement changer du tout le modèle d'affaires, mais ça peut vouloir dire qu'elle commence avec un certain modèle d'affaires, et puis on en rajoute un deuxième, et puis un troisième, et ça va évoluer en fait dans le temps. Et généralement, ça va être synchro avec la construction de ces actifs spécifiques. C'est-à-dire que tous les modèles d'affaires ne sont pas praticables tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme type de modèle d'affaires? Ici, je vous en prends un précisément, qui est le modèle d'affaires d'Ultimaker. Donc, c'est un modèle d'affaires dans lequel vous allez retrouver des machines qui vont être vendues, avec des licences qui sont quasiment open source. Alors on en reparlera après, mais en fait quand on parle de hardware open source ou quand on parle d'imprimante 3D open source, il y a vraiment une grosse question à se poser sur qu'est-ce qu'on entend par machine open source ou pas. Et une chose que vous retrouvez assez souvent, ce sont des clauses non commerciales qui sont accolées aux licences de diffusion des plans des machines. Donc c'est presque open source, mais ce n'est pas totalement open source puisque vous avez une restriction qui a été rajoutée. Vous avez un commerce de vente de matériaux, et en fait une particularité d'Ultimaker, c'est qu'ils ont tout un réseau en fait, de partenaires au niveau des matériaux
qui leur permet d'offrir en fait des matériaux extrêmement différents avec des profils d'impression en fait qui sont garantis pour les machines. Alors, la partie machine, en fait, ce qui est intéressant aussi dans une entreprise comme Ultimaker, c'est que les plans ne sont plus systématiquement en fait diffusés. Par contre, ce qu'ils gardent, c'est pas la communauté Open Hardware en tant que telle, parce que là on voit qu'ils sont distanciés un peu. En fait, ce qu'ils vont garder, c'est la partie logicielle, donc communauté open source, avec Cura, qui est un logiciel de slicing, en fait, qui est couramment utilisé dans le domaine, et qui est un actif réellement important en fait, pour l'entreprise, et sur lequel ils ont un contrôle lié au fait qu'ils ont embauché simplement le développeur principal de la solution. Et puis, dans un deuxième temps, ce qu'on voit apparaître en fait, chez Ultimaker, ce sont des logiciels de gestion de parc, qui peuvent soit être installés dans l'entreprise, soit utilisés en SaaS, ça peut être en combinaison, qui vont générer en fait des revenus récurrents pour l'entreprise, puisque là on est plus sur une logique d'abonnement. Donc ça c'est un exemple de modèle d'affaires qui est intéressant parce qu'en fait il combine des parties plus typiquement open source et des parties qui rappellent davantage ce qu'on va retrouver chez les constructeurs en fait propriétaires. Alors, quand on regarde les différentes entreprises que j'ai mentionnées, c'est-à-dire MakerBot, Ultimaker, Dagoma et Prusa Research, on a vraiment deux grands types de stratégies qui émergent. On a une première stratégie, en fait, où le projet matériel libre est plutôt une ressource transitoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une entreprise qui se crée, souvent vous avez un manque de ressources, notamment financières, et donc, la communauté en fait, open source, open hardware est un moyen d'apporter des ressources complémentaires qui vont permettre l'élaboration d'une première proposition de valeur. Et puis, ce qui se passe, c'est que vous avez un renfermement progressif, soit du processus de développement, soit du produit, soit des deux. Et donc ça, c'est typiquement le processus qu'on voit s'opérer avec MakerBot jusqu'en 2012, c'est qu'il referme d'abord le processus de développement, et puis il referme complètement le produit. Et ça permet en fait d'avoir une maîtrise en interne de la plateforme hardware-software d'impression 3D. Donc MakerBot est très typique de ça. Et Ultimaker s'en rapproche très très fort, même s'il y a toute cette partie, notamment Slicer, qui est resté open source et qui continue à animer. Deuxième grand type de stratégie, ce sont des stratégies où le projet matériel libre est une ressource durable. C'est-à-dire que là, vous avez une entreprise qui va davantage essayer d'organiser les communautés, alors vous verrez pourquoi j'ai mis communauté au pluriel ici, où l'entreprise va essayer d'optimiser en fait la valeur au sein de l'écosystème et donc de maintenir une plateforme industrielle ouverte. Et donc ça, c'est plus le modèle de Prusa Research à l'heure actuelle, qui globalement est en majeure partie réellement open source. Alors, il y a des petits changements, notamment sur les logiciels de gestion de parcs qui sont en train de sortir, où tout n'est pas, à l'heure actuelle, totalement publié, donc il y aura peut-être un virage qui va s'opérer de ce côté-là. Mais enfin, on a vraiment quand même deux grands types de stratégies qui sont assez marqués. En théorie, il vous reste 5 minutes. Oui, ça va. Ok, d'accord. Alors, à partir de là, donc, ce qu'on a fait, c'est identifier un certain nombre de modèles d'affaires qui sont praticables. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est la manière dont ils pouvaient s'étager dans le temps. Donc, on a un premier modèle d'affaires qu'on a appelé modèle d'affaires d'artisanat. Donc, le modèle d'affaires d'artisanat, c'est typiquement celui de la vente de machines low cost en kit. Donc, c'est là que des entreprises comme Ultimaker, par exemple, ont commencé. Ça permet de mettre un pied sur le marché. Ça s'adresse à une niche de marché relativement limitée, composée d'innovateurs, donc ceux qui ont croisé un peu les théories de diffusion des innovations, comme les théories de Rogers. C'est 1,5-2% du marché total. Donc, il y a une pression pour passer à autre chose, je dirais, après, parce que vous avez un potentiel commercial qui est réduit. Et en plus, comme vous êtes sur des machines relativement rudimentaires, vous avez une très forte vulnérabilité à la concurrence, notamment asiatique. Donc, c'est des modèles qui peuvent difficilement tenir, je dirais, dans le temps. D'où le fait qu'on va assez rapidement passer à un deuxième modèle, qui est un modèle d'industrialisation, où là, on va standardiser, fiabiliser les machines. Et ce qu'on va essayer de développer, c'est une dimension plus click and print. Donc l'idée, c'est que vous puissiez poser la machine sur la table. Vous avez une calibration assez rapide, et ça doit être facile. D'où aussi derrière toute la justification sur le fait d'utiliser des bobines de filament standardisées, parce que les profils d'impression sont reconnus par la machine, et donc c'est supposé concourir à cette idée de facilité d'impression.
Et là, en fait, vous avez un marché qui est un petit peu plus grand, hein, soit d'adopteurs précoces, donc de personnes qui veulent des choses nouvelles mais faciles d'utilisation, soit déjà le marché professionnel qui peut avoir un usage de ces machines-là, plus à des fins de prototypage. Alors, troisième phase, ce qu'on va retrouver, c'est deux branches, je dirais, d'évolution du modèle d'affaires que j'ai repris ici. La première branche, c'est une branche qui est plutôt orientée optimisation de la production. Et donc c'est typiquement tout ce qui est logiciel de gestion de parc qui vont permettre de gérer des parcs de machines en interne de manière efficace. Et vous avez une deuxième branche qui est plutôt orientée adaptation aux besoins, avec notamment ici des modèles d'affaires de plateformisation, où en fait vous n'avez plus simplement un modèle d'imprimante 3D qui est fiabilisé et standardisé, mais il va devenir plus ou moins fortement modulaire. Donc un exemple, c'est ce que fait MakerBot aujourd'hui avec les têtes d'impression modulaires. En fait, en fonction du type de matériau, vous pouvez changer la tête d'impression de manière à pouvoir adapter l'usage de votre machine à des utilisations différentes. Alors, je parlais d'actifs spécifiques tout à l'heure. En fait, vous avez deux types d'actifs spécifiques extrêmement intéressants qui vont être construits au fil du temps. Donc en fait, on va démarrer ces modèles d'affaires plutôt sur les actifs humains, c'est-à-dire sur de la compétence, en fait, qui est notamment entretenue dans les communautés. Et ensuite, vous avez en particulier deux types d'actifs qui vont être construits. Vous avez des actifs technologiques, alors, soit sous forme de propriété intellectuelle, ce qui est assez classique. Donc on va refermer le design des machines, on va générer des logiciels complémentaires qui vont être proposés en on-premise ou en SaaS, mais qui vont être facturés avec des coûts de licence. Et vous en avez un deuxième qui est assez intéressant, qui sont les fermes de machines, que vous retrouvez chez Dagoma, que vous retrouvez chez Prusa notamment, et dans une moindre mesure chez Ultimaker. Et en fait, ça, ce sont des actifs spécifiques qui ont différents intérêts. C'est que ça permet de stresser les machines et les logiciels, et donc de tester vraiment la qualité et la fiabilité des solutions. Ça donne un avantage en matière de réactivité, puisqu'on peut fournir des pièces beaucoup plus rapidement aux clients qui ont des problèmes de délai. Vous avez une base technologique qui est réutilisable, qui va notamment être réutilisable pour proposer, c'est ce que vous avez en fait dans la phase 4, des installations d'ateliers de fabrication additive sur mesure. Et ça va permettre également d'évoluer vers de la servitisation, c'est-à-dire vers des services du type Print as a Service, ce que notamment Dagoma fait dans le nord de la France. Alors pour terminer sur le rôle de la communauté, en fait, un des problèmes, c'est de s'entendre sur ce qu'on entend par machine open hardware. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on constate que l'aspect ouverture, en fait, vous allez le retrouver sur le matériel, sur le logiciel et sur les créations. Et en fait, ces trois types de communautés, en fait, vous n'avez pas une communauté open hardware, vous avez trois types de communautés. Vous avez une communauté open hardware sur le matériel, une communauté open source sur le logiciel, donc des choses comme Cura, par exemple, chez Ultimaker, et vous avez une communauté d'usagers où on va essayer de valoriser, en fait, les créations qui sont développées par les usagers des machines. Et en fait, ce qu'on va observer très couramment, c'est que vous allez avoir en fait des approches qui vont être un peu compliquées à décoder, dans lesquelles vous allez avoir soit des stratégies de type, alors dans la littérature on appelle ça partly open, donc c'est des choses qui sont quasiment open source mais qui ne sont pas réellement open source parce que vous avez des contraintes, et en particulier quand vous diffusez en Creative Commons, vous avez des contraintes pour interdire les usages commerciaux. Et vous avez un deuxième type de stratégie qui sont des stratégies de type open parts. Donc, on va libérer une partie de la solution et en refermer une autre partie. Et là où c'est difficile à décoder, c'est qu'en fait, ces stratégies open parts, elles vont pouvoir s'appliquer soit sur le matériel, soit sur le logiciel. Donc on peut imaginer des machines qui sont fermées au niveau matériel, mais ouvertes au niveau logiciel, et tous les logiciels ne seront pas nécessairement ouverts, en fait. Par contre, sur tout ce qui est partage des créations, là, évidemment, c'est un incitant à utiliser les machines et à imprimer et à entraîner, je dirais, des achats récurrents de matériaux. Donc là, c'est quelque chose qui va être ardemment stimulé par les constructeurs. Hein, vous avez Thingiverse côté MakerBot, vous avez Club Dagoma pour Dagoma, vous avez Prusa Prints pour Prusa Research, et l'idée, c'est toujours de mettre en avant, en fait, les designs, les créations des utilisateurs. Donc, au final, voilà, ce que j'ai essayé de vous montrer ici, c'est qu'il y avait finalement, sous la coupole open source ou open hardware, vous aviez des degrés d'ouverture qui étaient assez variables,
mais qui était tout à fait lisible et cohérent par rapport aux différents types de stratégies qui pouvaient être adoptées par les entreprises qui se lancent dans la commercialisation d'imprimantes 3D open source. Voilà, j'en ai fini. Et donc je suis à votre... Alors, je pense qu'il y a les deux aspects, c'est-à-dire qu'ils ont été rachetés par Stratasys, et donc à un moment donné, il peut effectivement y avoir une demande des investisseurs, mais sachant que, là je réfléchis tout haut en vous répondant, mais en fait vous avez un article qui a été publié il y a 3 ans, qui a justement étudié spécifiquement MakerBot, et qui en arrivait à la conclusion qu'en fait le dépôt de brevet était intervenu avant le rachat. Et que donc visiblement c'était une démarche qui venait au moins autant de MakerBot que de Stratasys. Et donc rejeter la faute sur Stratasys pour moi n'est pas la bonne explication. Par contre, une manière de comprendre en fait la stratégie de MakerBot, c'est de raisonner en termes de flux de contribution. Et donc là je reviens sur le dernier slide. Quand je dis en fait qu'il y a 3 communautés, en fait ces 3 communautés amènent des flux de contribution spécifiques qui peuvent aider en fait l'entreprise à innover en fait plus vite. Et le flux qui généralement est le plus faible, c'est le flux de contribution sur le matériel en fait. Et donc le fait à un moment donné de dire on coupe ce flux-là et on adopte une stratégie propriétaire, du point de vue d'une entreprise comme MakerBot, c'est quelque chose qui peut être cohérent en fait. Merci.